Et voilà, bonjour à tous. Voilà, on est dans un super coin pour faire du trial vintage, finale championnat de France à Saint-Savournin, dans le 13 Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Et c'est vrai que moi j'ai de la chance, j'ai essayé beaucoup de motos, des belles motos, du moderne, des anciennes. Mais là c'est encore plus de la chance parce que Patrick nous fait l'honneur, c'est très très rare. Ça va Patrick? Ça va bien, je suis en toute confiance, il n'y a aucun problème. C'est vrai que quand tu nous avais dit, ça vous dirait d'essayer la moto, on s'est dit c'est pas possible, il va pas accepter. Ah si, moi j'ai pas de... Quand on faisait les big meetings du RTLR Club Europe, tous les membres qui étaient là ont tous essayé la moto. Ah. Oui, c'était... Parce que là on parle d'une moto mythique, pour un pilote mythique, c'est ça, hein. Ah, elle est là, oui. Et c'est la moto Honda HRC 360, c'est ça, hein, Oui, de 1986. 84, Ah, 84. championne voilà. du monde 84. Donc c'est la moto championne du monde d'Eddie Lejeune. C'est la dernière version, c'est la toute dernière. Il en a eu plusieurs dans la saison. Et c'est celle qui a le renfort de cadre ultime, parce qu'il il cassait souvent les cadres ici, Ouais. derrière la colonne. Et donc celle-ci, elle est logiquement un tout petit peu plus lourde que la première version de 84. Donc avec le cadre renforcé. Et légèrement plus lourde que la 83. Mais par contre, on a été très étonnés parce que au Trial des Nations en Italie, à Monza, ils nous ont fait la pesée des machines. Et avec Jean, on était toujours persuadés que cette machine faisait 95 kg. Et en fait, elle est sortie à 91. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'essence dedans, mais c'est dire que même avec... à vide, elle fait 91. Quoi, voilà. Ce qu'on voit, c'est un gros moteur, hein, 360. C'est un moteur énorme. Le moteur, quand tu le sors du cadre, il faut mettre quelque chose en dessous, sinon tu ne peux pas le tenir. On voit notamment le bloc, hein, qui est immense, hein, par rapport aux motos modernes qu'on connaît. Ah oui. Surtout si c'est par rapport à la nouvelle Scorpa. Voilà, nouvelle Scorpa, une Gaz qui est tout petit, c'est impressionnant. Hein. Alors les roues sont en magnésium, les moyeux sont en magnésium, avec des frettes rapportées. Enfin, c'est vraiment une moto d'usine dans toute sa splendeur. Et donc c'est la moto c'est une moto vraiment, c'est celle qu'avait Eddie Lejeune. C'est celle avec laquelle il a terminé la saison, les 6 derniers mois, en 84. 84. Avec laquelle il a été sacré champion du monde. D'accord. Et c'est celle qu'il avait gardée chez lui, et c'est celle qui, par certains concours de circonstances, qu'on a pu récupérer avec Jean. D'accord. Et donc, il faut rappeler qu'Eddie Lejeune, hein, pilote belge, a été combien de fois champion du monde? Il a été 3 fois champion du monde et au moins 2 fois vice-champion. Sur Honda? Oui, toujours sur Honda. Ouais. Il n'a roulé que sur Honda jusqu'à la fin de son contrat, en fin 87. Oui. Et à ce moment-là, il a changé de marque. Ouais. Après, on l'avait vu sur Merlin, je crois. Voilà, c'est ça. Il avait continué champion du monde sur d'autres marques. C'est ça, exactement. Donc c'est incroyable de retrouver cette moto. Donc voilà. La moto est strictement dans son jus. La seule chose, c'est que j'ai rajouté un tout petit peu ici là, pour élargir l'assise. Parce qu'ils roulaient à l'époque, ils n'avaient pas compris ça. C'est marrant, ils avaient compris beaucoup de choses, mais pas ça. Ils avaient des cale-pieds très fins. Ouais. D'ailleurs, on a dû récupérer une paire de bottes qui était bouffée jusqu'à la corde à l'endroit des repose-pieds. Ouais, ça faisait... Elle était déjà équipée à l'époque avec le radiateur d'huile pour les épreuves d'été. Et donc, comment cette moto elle est arrivée chez toi? Parce que alors, comment elle est arrivée chez moi? En fait, quand j'ai créé le RTLR Club Europe en 99, j'avais pour projet de passer voir Eddie, de l'interroger, qu'il nous raconte un petit peu toute cette merveilleuse époque, puisque pour nous, c'est notre figure emblématique. Ouais. Et on est allé le voir avec Jean. On a discuté beaucoup avec lui. Il nous a montré des albums photos, il nous a montré la moto. Et on a senti qu'il n'était pas forcément attaché à conserver cette machine. Avec Jean, c'est moi qui ai initié l'idée quand même. J'ai dit à Jean, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on pourrait lui faire une offre. Il sait qu'avec nous, la moto, elle sera bien conservée. Il savait que ça allait chez des passionnés. Dans un groupe de passionnés. Et il a été sensible à notre proposition, qui était une proposition globale en fait, puisque c'était pas seulement acheter une machine pour la mettre dans un coin, c'était tout la promouvoir, la montrer. Oui, bien sûr, ça rentrait dans un but de passionné et de partage avec d'autres pilotes aussi. Ouais, c'est sûr. Et donc il a été d'accord, et voilà. Alors c'était beaucoup d'argent, on s'est mis à deux en fait avec Jean. Jean Caillou. Et en fait, avec Jean Caillou, absolument.
Et en fait, dans tout ce qu'on a acheté, puisqu'il a voulu se débarrasser de tout, y compris des dizaines de coupes, dont certaines, des petites coupes, on peut dire, ont été remises lors du trophée AFATA à une époque. Mais les plus belles coupes, on les a finalement gardées avec la machine. Et Jean, dans toutes les pièces qu'il y avait, on avait de quoi construire une deuxième machine. D'accord. Donc il y a eu comme ça 2 machines en fait. D'accord. Et Jean en a une et moi j'en ai une. Voilà. Donc le partage s'est fait de façon très naturelle. Bien qu'on ait au départ acheté à 2, finalement ça s'est fait de façon très naturelle pour séparer les lots. Et alors après, moi j'ai passé des semaines et des semaines à partager tous les stocks de pièces, bon, dont une partie reste chez moi, mais qui est le lot commun. Voilà. Et Jean a pris un peu des pièces pour sa 82 et voilà. Mais c'est vrai que ça me fait penser à l'anecdote que tu dis, voilà, c'est des pilotes qui se séparent de leur moto emblématique. Moi j'étais allé voir Gilles Burga, puis je suis arrivé chez lui à Albertville, et puis là je dis, mais Gilles, tu as été champion du monde, mais je ne vois pas de moto, pas de photo. Il m'a dit, ah non, moi j'étais jeune, j'ai tourné à la page. C'est pas la culture de Jordi Tarès ou d'Adam Raga, c'est sûr, oui. Ce sont des pilotes qui préfèrent garder leur machine, toutes leurs coupes, toutes leurs machines. Eddie Lejeune, il a vraiment voulu tirer un trait. Il n'était pas particulièrement nostalgique de cette époque. Il a même utilisé des phrases qui étaient un peu péjoratives par rapport à ces années passées. Et il n'était vraiment pas attaché à ça. Mais c'est bien, non, mais on va retrouver. Incroyable de retrouver cette moto. Et puis l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'essayer. Absolument. Et je te recommande de t'imprégner de toutes ces sensations. C'est exceptionnel de pouvoir rouler avec la moto d'Eddie Lejeune de 1984. Il faut quand même imaginer qu'à l'époque, on ne pouvait même pas approcher de la moto. C'est-à-dire que je me souviens à Sancerre, quand il était là, alors ça devait être en 82, je pense, on ne pouvait pas approcher. Tu avais un lot de Japonais autour qui t'empêchait d'approcher. Dès qu'ils bricolaient un petit truc sur la moto, tu ne pouvais rien voir. La peur d'être copié. D'être copié, d'être photographié. Enfin, c'est quelque chose de... Donc oui, c'est formidable de pouvoir retrouver cette machine qui est dans son jus. Elle est belle. Qui tourne toujours. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les autocollants d'origine. C'est la coque d'origine, absolument. C'était étonnant parce que Eddie Lejeune, c'était un pilote, il avait des verres fumés, donc on les voit bien là. Oui, on les voit bien. Et c'était typique d'Eddie Lejeune, on le reconnaît rapidement avec ses lunettes de soleil. Et la particularité d'Eddie, c'était qu'il se foutait vraiment de la présentation. Lui, ce qui comptait, c'était l'efficacité avant tout. Il y avait beaucoup de parties de la moto qui étaient, on ne va pas dire rafistolées, mais du moment que c'était efficace, il ne se posait pas de questions. Il ne se posait pas de questions. Les adhésifs, il les mettait un peu n'importe où. Il n'y avait pas encore, comme en 86, la charte de pose des adhésifs avec Rothmans. Et par exemple, il était très attaché à ce que l'embrayage soit parfait. Et ça, pour lui, c'était l'élément essentiel. Il mettait même des capes de gaz parfois pour l'embrayage. Plus petit. Pour que ça soit encore plus souple. Soit plus souple. Voilà. On voit, elle est très très souple. Là. Pour une machine de cette époque, c'est vraiment... Et puis bon, on va essayer, on va voir si on démarre. Alors, la particularité, ce que tu m'as dit, c'est qu'il y a un 360 très comprimé. Donc non, pas très comprimé, mais il n'y a pas de démultiplication sur le kick. Parce que sur le kick, on dit... contrairement à la 360 monochoc, donc l'année d'après, qui est très démultipliée, celle-ci, il faut passer la compression, les 2 crans de compression, et après tu peux kicker jusqu'au bout en accompagnant. C'est ferme, c'est ferme. Donc là, on se met au point mort. Tu mets au point mort, voilà. Elle démarre en prise, mais enfin, il vaut mieux être au point mort. Plus facile. Tu descends jusqu'en bas et tu remontes un petit cran. Ah là, les vitesses, on les sent bien. Elles sont, oui, sont la boîte est... Donc là, il faut descendre un peu. Tu descends. On sent là, c'est vraiment impressionnant. Ah là, c'est trop dur. C'est dur. Tu me disais qu'Eddie, lui, à l'époque, il était... Ah bah lui, il s'en fichait. Hop. Il ne faut pas que tu descendes si loin. Recommence tout. Là, il y a un mode d'emploi. Oui, dès que tu passes le premier cran, là, tu vas tout doucement. Et après, là, je pense que c'est bon. Tu remontes et tu y vas. Tu t'es loupé. Ah oui, là. Vas-y, repasse la compression. Hop, tout doucement. Dès que tu passes, tu t'arrêtes. Et tu remontes. C'est quelque chose le retour. Allez, là, tu remontes. Vas-y. Ah ouais, là, c'est quelque chose. C'est un rêve de gosse de pouvoir rouler sur une moto comme ça. Laisse-la vivre. Alors, ce qu'il me dit Patrick, c'est vrai que j'ai je roule un peu comme une fantique en faisant ça là. Mais ça, c'est un 4 temps. Laisse-la vivre. Il faut laisser vivre, laisser faire le moteur. Et voilà. Allez, on essaie première. On voit l'embrayage.
Il libère bien. Hein. Les Japonais, ils savaient déjà. Ah, ça libère bien. Hein. C'est hyper souple. Incroyable. Bon, alors là, on va essayer de ne pas la casser. Hein. C'est une moto mythique. Ah, c'est impressionnant. Hein. Une puissance incroyable. Vraiment, c'est grisant. Et puis il y a un frein moteur. Là, je freine même pas, regardez. Là, il n'y a même pas besoin de freiner. Ouh. Et je me rappelle que les jeunes faisaient beaucoup des marches arrière. Alors je vais essayer. Ouh. Oh. Ah, je suis pas comme lui, hein. Puissance, il vraiment, comme le jeune, tout de il conduit suite comme Sanders. sécurisé Sanders, sur il donnait cette tout le moto. temps des coups de gaz comme ça. Les suspensions vont bien, hein, c'est vraiment le jeune la était fourche calme, est très sur les gaz. douce, Lui, il conduit un peu comme très Sanders. moelleuse. Il donne tout le temps des coups de gaz pour Incroyable. alimenter le moteur. C'est marrant. Si on regarde les vidéos, c'est très typique. Ah, je me régale, hein, les jeunes. Hein. Ouh. Et là, je peux attaquer en deuxième ou pas? Ah oui. Essayer en deuxième. Là, c'est bon. Il y a du coffre. Allez. Avec la moto d'Eddy. Voilà, il y a de la puissance. Hein. Étonnant, c'est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que ces joueurs comme moto, je pense que c'est vraiment trouver une moto très lourde. Ça reste joueur. Ouais. C'est vraiment joueur. Elle est très bien équilibrée parce que le poids est très bas. Ouais. On est tout de suite bien dans les virages. Oui. Ce qui pèse lourd en fait, c'est le carter central. Avec la boîte de vitesse, la pompe à huile, tout ça est très lourd, l'embrayage et le volant d'inertie aussi est très lourd. Je crois qu'Eddy nous avait dit que ça faisait 12 kg entre le volant et l'embrayage, ce qui est absolument énorme. Et c'est à ce prix qu'elle a beaucoup de souplesse et qu'elle est facile à conduire. Patrick, le problème c'est que je m'arrêterai plus là. Ah oui, on y prend goût. Hein. On y prend goût. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment étonnant comme moto. Hein. Dans les virages, ça embarque pas. Hein. Essaye de ne pas mettre de gaz et de laisser Et ouais, parce que moi je roule à l'embrayage. Les gaz fermés, tu vas voir. Allez, on va essayer. Et ouais, sans embrayage. Ça demande une petite période d'accoutumance. Tout au coup de gaz, ça descend très bas. On est tenté comme ça toujours de donner des petits coups de gaz. Vous entendez là, c'est une douce musique. Hein. Et ouais, moi je suis habitué aux deux temps, à rouler beaucoup à l'embrayage et là il n'y en a pas besoin. C'est vrai. Faudrait que je la garde une semaine chez moi, Patrick. Ouais, c'est vrai que t'as pas besoin d'embrayage. Incroyable. Quel pied. C'est une moto étonnante parce que vraiment, hein. Elle paraît grosse. J'ai de la chance, hein. Je peux vous dire là. Une belle moto comme ça. Mythique. Superbe, hein. Vraiment là, quelle chance Patrick. Ces joueurs, hein. Oui. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une pente, une vraie pente où tu aurais pu passer la troisième et sentir le coffre qu'on a. Non, mais on sent déjà qu'il y a la longe. Et puis, puis ça va loin là. Ça monte loin parce qu'elle a beaucoup d'inertie en fait. Donc une fois qu'elle est lancée, elle reste nerveuse, elle est joueuse, hein. Malgré que tu dis qu'il y a de l'inertie, elle reste joueuse, maniable. C'est vrai. Une belle moto, hein. Elle est très agréable à conduire. Oui. Bah dis donc, merci Patrick. Ah non, mais c'est avec plaisir. Hein, allez, voilà, hein. Quelle chance. Allez, bye.